BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine. On va parler à nos DRH, de notre DRH, avec le chef des DRH. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Je dis vous êtes le chef parce qu'évidemment, vous êtes le vice-président délégué de l'ANDRH, avec nous souvent sur notre antenne. On va prendre le pouls de cette rentrée pour votre profession. Libéré du Covid, on va dire, mais maintenant coincé entre l'inflation, les problèmes de recrutement et puis voilà, ce besoin de créer quelque chose de nouveau dans les entreprises. Comment ça va ? Ça va bien, parce que c'est la rentrée des vacances, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que on sent qu'il y a une espèce de concentration de nouveaux phénomènes ou de phénomènes exceptionnels qui se croisent tous au même moment, en même temps. Vous les avez cités, vous avez l'inflation, vous avez quand même le sujet de l'énergie, vous avez quand même la guerre. Quand vous êtes une entreprise internationale comme moi, vous prenez en compte cet élément-là. Vous avez alors la sortie du Covid, mais surtout... On rappelle que vous avez aussi la casquette, et surtout la casquette de DRH L'Oréal. Exactement, et en même temps, vous avez aussi la sortie du Covid, je dirais presque les premiers éléments des conséquences du Covid sur profondément le marché du travail, le rapport au travail. Donc tous ces éléments-là viennent se croiser au même moment. Donc c'est à la fois une rentrée très intéressante quand vous êtes DRH, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps, puis une rentrée un petit peu tendue, parce que vous avez beaucoup d'éléments d'inconnu ou d'imprévisibilité. Est-ce que vous diriez que votre profession et vos fonctions à l'intérieur des entreprises portent un devoir d'optimisme ? Alors d'optimisme, oui, il n'y a pas que cette profession qui le porte, mais c'est vrai qu'on est directement au contact à la fois de la difficulté pour certains de reconstituer le collectif après quand même 3 années où ça a explosé, et en même temps, on est confronté à des situations individuelles qui sont de nature un peu différente, des attentes fortes, donc on doit gérer à la fois les contingences de l'activité économique, de l'imprévisibilité des marchés, de tout ce qu'on connaît, et en même temps une forme d'impatience des salariés de dire, bon alors quand est-ce qu'on change ? On a quand même avec tout ce qu'on a vécu, il faut changer les modes de travail, changer ceci, changer cela. Donc vous avez un petit peu une réconciliation des temps à opérer qui est pas simple. Donc on va rester optimiste, sinon on arrête quoi. Dans les incarnations de l'impatience des salariés, il y a cette volonté de mobilité que généralement en ce moment on aime bien qualifier de grande démission. On parlerait plutôt, en tout cas vous parleriez-vous plutôt de grande mobilité ou de grande rotation ? Comment vous qualifiez ce phénomène que vous observez peut-être aussi chez L'Oréal ? En fait, on a beaucoup parlé de grande démission en comparaison avec le système américain. Mais je pense que la comparaison n'est pas valable. Parce que le système américain, le contrat de travail aux États-Unis, il n'emporte pas tout ce qu'emporte le contrat de travail en France. Donc vous avez un marché du travail en France, et en Europe de manière générale, qui est beaucoup moins fluide. En revanche, un autre élément, lui, qui est très différent par rapport aux États-Unis, c'est qu'on sait qu'à peu près 90% des gens qui ont bougé, même via la démission, en fait, ont retrouvé un autre job. Ça veut dire que vous êtes plutôt, c'est pour ça que j'ai appelé ça la grande mobilité. La question que ça pose, c'est pas tellement à ceux qui démissionnent, c'est aux entreprises il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que dès que le marché du travail va bien, une partie des gens, leur premier réflexe, c'est essayer de s'en aller de là où ils sont. C'est qu'ils sont pas forcément très bien là où ils sont. Donc ça interroge. Et puis après, vous avez quand même la logique de marché, parce qu'on s'est inversé, on est sur un marché d'employés plutôt d'employeurs. Donc la loi de l'offre et la demande fonctionne. Et donc la question de la rémunération, elle reste quand même assez centrale. Alors on va parler un petit peu de télétravail, parce qu'on avait le sentiment, en tout cas à BFM Business, que le télétravail occupait beaucoup d'espace de cerveau disponible des dirigeants, alors qu'on n'est pas sûr que ce soit la chose la plus importante. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous croyez que les entreprises, dans les mois qui vont venir, vont continuer une organisation hybride qui a plutôt fonctionné ces derniers mois, ou est-ce que ça risque de changer ? Moi, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur le fait que le modèle hybride du travail s'est installé. Vous savez qu'avant la crise, la France était très en retard. Elle n'a guère fait que rattraper l'Europe du Nord, l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc par conséquent, son modèle de travail hybride, il n'est pas révolutionnaire, mais par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. En revanche, je reste convaincu qu'il va falloir que ça bouge plus que ça, dans la mesure où, pour 2 raisons. La première, c'est que l'appétence des gens, ce n'est pas forcément le télétravail. C'est une plus grande liberté d'organisation dans mon travail, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc ça pose la question du modèle du calcul du temps de travail. Or vous savez qu'en France, le calcul du temps de travail hebdomadaire, c'est l'indicateur majeur de progrès social depuis 150 ans. Donc dès qu'on y touche, ça devient extrêmement sensible. Mais je crains qu'il va falloir y toucher. Parce que la volonté des gens, moi je vois les débats, 4 jours, 5 jours, je pense que c'est le mauvais débat. Le débat, c'est comment j'organise le travail pour redonner de la liberté dans mon organisation. Et le système
historique, 9h-18h, effectivement, pour une partie des métiers en tout cas, il a fini d'exister. On vous a sondé sur LinkedIn et on vous a demandé quel est le nombre idéal de jours de télétravail par semaine. Eh bien, pour un jour, c'est 16%. Pour 2 jours, c'est 57%. Et pour 5 jours de télétravail, c'est presque un tiers. Oui, alors, d'abord, les 2 jours sur les 57%, c'est une bonne nouvelle parce que c'est à peu près la moyenne qu'on observe dans toutes les entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une cohérence entre ce que souhaitent les gens et ce que font les entreprises. C'est normal, hein, parce que dès que vous franchissez les 2 jours, vous changez de monde. En fait, vous passez plus de temps chez vous. Bon. Le tiers relatif aux 5 jours de télétravail, à mon avis, il a plusieurs motivations. D'abord, il a des motivations de typologie de métier. C'est vrai que moi, je les rencontre, les gens qui sont plutôt dans la tech, qui vous disent « moi, je pourrais travailler à distance toute la journée ». Bon. Je leur dis attention, pour 2 raisons. La première, c'est que le collectif d'une entreprise, ça existe. Et donc, quand ça n'existe plus, l'entreprise n'existe plus. La deuxième, c'est que dès lors qu'on ne voit jamais quelqu'un, il ne faudrait pas qu'on ait tendance à vouloir l'externaliser ailleurs. Donc, il faut faire attention. Parce que sur un plan individuel, je comprends que les gens adorent ça. Enfin, sur un plan collectif et moyen terme, sur un plan économique, c'est un peu dangereux. Donc, je pense que 2 jours, c'est la bonne moyenne. Alors, selon les cas, vous pouvez cumuler, pas cumuler. Bon, il y a pas mal de versions. Ça va s'installer doucement. Mais il va falloir surtout accepter l'idée de réorganiser les métiers différemment pour concentrer les moments collectifs où on a besoin de travailler avec les autres sur certains jours, de manière à ce que les tâches individuelles s'exercent. Parce qu'on sait que ça nuit un peu à la productivité collective, quand même. J'ai une auditrice sur LinkedIn qui m'a écrit en me disant que pour elle, le télétravail dans le tertiaire, c'était devenu un acquis social. Est-ce que ça oui, vous fait réagir ? Je ne sais pas si c'est un acquis social, mais par exemple, quand vous recrutez, vous avez la question de la rémunération, immédiatement derrière, vous avez la question. Et d'ailleurs, pour les entreprises, ça va poser une difficulté parce que lorsqu'aujourd'hui, vous avez posé votre modèle de télétravail, par exemple 2 jours. Chez L'Oréal, on a 2 jours de télétravail par semaine, maximum, c'est jusqu'à 2 jours. Bon, vous le posez sur votre corps social, donc ça va. Mais quand vous commencez à recruter quelqu'un qui va vous dire que lui, il vient d'une entreprise ou elle vient d'une entreprise où c'était 3 jours, et que donc elle a organisé sa vie comme ça, elle vous dit, bah, moi je voudrais 3 jours. Bah, vous dites non, parce que sinon vous créez de l'inéquité. Donc c'est plutôt dans les 2-3 ans qui viennent qu'on va connaître des besoins d'adaptation. Et attention à ne pas gérer l'inéquité entre des gens qui ont 3 jours, d'autres 2 jours, c'est un peu compliqué. Surtout entre les typologies de métiers, vous le disiez tout à l'heure, on sait il y a plein de métiers où le télétravail, et parmi ceux qui nous écoutent et qu'on salue, il y en a qui sont juste pas du tout concernés. Exactement. Est-ce qu'il y a une nouvelle lutte des classes, ou en tout cas lutte des métiers qui s'organise ? On le redoutait un peu, pour le moment on ne l'observe pas. Parce que les gens sont lucides, ils comprennent que certains métiers, vous êtes vendeur dans un magasin, télétravail, c'est pas très évident. En revanche, ça pourrait poser à terme une autre difficulté, non pas de lutte des classes, mais de fait que les métiers sans télétravail deviendraient moins attractifs et donc ça posera des problèmes de mobilité à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire qu'il va falloir s'interroger, et ça les entreprises ne peuvent pas le faire seules. Elles doivent le faire avec les partenaires sociaux, elles doivent le faire sous l'impulsion des pouvoirs publics, qui pour moi n'impulsent pas grand-chose d'ailleurs, ce sujet, il faut le reconnaître, qui est de regarder comment on va pouvoir modifier les horaires de travail, j'évoquais tout à l'heure, l'organisation du travail, je l'évoquais aussi. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Est-ce que c'est de l'annualisation? Est-ce que c'est de la semestrialisation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne fera pas l'économie d'un débat sur ce sujet. Alors je sais que le ministre du Travail, il est mobilisé sur d'autres sujets en ce moment, mais pour la structuration de la société du travail qui influe directement la structuration de la société, il va quand même falloir se poser la question. Soit les pouvoirs publics le font, soit les syndicats s'en saisissent. Mais il va falloir que quelqu'un s'en occupe. Un autre sujet, on va peut-être conclure là-dessus, Benoît Serre, c'est sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est le sujet du ghosting. Alors pardon, oui. On parle en franglais. Est-ce que vous avez une définition française et franco-française du mot ghosting? Le ghosting, c'est effectivement un phénomène qu'on a observé qui est assez fort, mais moins fort qu'un autre phénomène anglais qui s'appelle le quiet quitting, où les gens disparaissent, ne travaillent plus et finalement cherchent autre chose, mais dans l'entreprise. Le ghosting, c'est que, et c'est vrai qu'on l'a observé, vous faites une proposition à quelqu'un, vous le voyez 3-4 fois, finalement il ne vous répond jamais. Alors on peut le regarder de deux manières. Soit parce que le marché est très bon, donc il a eu une autre offre et puis il est parti. Soit parce que peut-être, et je me mets dans le lot, pendant des années, les entreprises ont fait une forme de ghosting auprès des salariés qui envoyaient leur CV à qui ils ne répondaient jamais. Donc c'est d'une certaine manière le retour de la pièce. Quoi. Ouais. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais en tout cas c'est un phénomène qu'on observe parce que le marché est très bon et que les gens se sentent beaucoup plus libres. D'ailleurs, il est associé à un autre phénomène qui est la démission sans emploi derrière, qu'on observe aussi. Pas énormément, mais un peu. Dans certains métiers en particulier, dans certains secteurs? Tout ce qui est les métiers de la tech, tous les secteurs rares identifiés, c'est évident que les gens se disent de toute façon, je peux partir. Mon risque aujourd'hui de ne pas retrouver dans un délai raisonnable de 2-3 mois, il est très faible. C'est d'ailleurs ce qui motive une partie de la volonté du gouvernement de changer l'assurance chômage. Je ne suis pas certain que ça changera fondamentalement les choses parce que ça ne touche qu'une partie des métiers. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le marché est bon, vous avez beaucoup de métiers qui sont touchés par la rareté.
Et ça ne va pas durer éternellement. Donc je trouve que c'est une réforme qui est un petit peu dangereuse si elle s'appliquait uniformément à tous les métiers. Certains n'ont pas la souplesse ou la vitesse pour retrouver, parce qu'ils n'ont pas la rareté que d'autres ont. Souplesse et vitesse aussi dans les processus de recrutement. 39% des candidats qui ghostent un employeur le font en raison d'une mauvaise expérience au moment du recrutement, dans le processus. Est-ce que vous, pour conclure, vous observez que les entreprises commencent à être un petit peu plus agiles, un peu plus courtes dans leur process de recrutement, un peu plus efficaces? Nous, on le fait. On travaille beaucoup à ça pour justement, c'est pas forcément raccourcir, mais c'est vrai que quand vous avez un nombre d'entretiens incalculable, alors il faut sélectionner correctement, mais il ne faut pas faire ça trop lentement, il faut des réponses rapides, parce que sinon vous perdez le candidat. Donc les entreprises sont en train de se rendre compte qu'un certain nombre de leurs fondamentaux, en fait, sont plus bons. Et ça rejoint une observation qu'on peut faire, qui est que pendant des années, on a cru que l'organisation du travail était immuable, et puis avec le Covid, tout ce que vous savez, finalement, elle ne l'est pas. C'est pareil pour les process de recrutement, c'est pareil pour les process de formation, c'est pareil pour les process de développement de carrière.